Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc on a une quinzaine de participants qui sont arrivés, on va attendre quelques petites minutes avant de commencer. Et puis on lancera le webinaire donc dans 4-5 minutes. Merci de votre patience. Allez, il est 10h35, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Donc merci à tous de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire CEMATER sur le sujet donc de la transition énergétique, comment passer à l'action. Le programme, donc le petit mot d'ouverture avec introduction que je vais vous faire tout de suite. Ensuite interviendra Claire Rucassier de l'AREC sur énergie solaire, énergie d'avenir et quelques éléments de contexte, notamment par rapport à Repos à l'échelle de la région. Ensuite, Christophe Lacouche, vice-président de CEMATER, sur comment on fait pour faire avancer la transition énergétique dans nos territoires. Et puis Marie Gervais, qui interviendra sur les chiffres clés et ce que représente le développement d'une centrale et d'un projet solaire notamment. Puis on aura un petit mot de conclusion. Vous avez possibilité de poser des questions en ligne sur l'outil et n'hésitez pas, elles seront relayées et regroupé et relayé par Venita Martino qui s'occupe de cette partie-là. Donc je vous propose de démarrer. Alors bonjour à tous d'abord, donc Stéphane Bozzarelli, moi je suis le président de CEMATER. L'idée aujourd'hui c'est effectivement de vous présenter la façon dont on peut essayer de faire avancer cet enjeu de transition énergétique dans nos territoires. Deux mots sur CEMATER. Donc CEMATER, c'est le cluster des énergies renouvelables et de l'éco-construction, même si le mot cluster n'est pas très à la mode en ce moment. C'est l'association des énergies renouvelables et de l'éco-construction. Nous avons aujourd'hui 11 ans et environ 75 membres qui sont adhérents et fidèles adhérents et impliqués pour faire avancer nos enjeux de transition énergétique. Roxane, vas-y, passe à la slide suivante. Donc, l'idée de CEMATER, c'est avant tout d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs activités. Et donc, pour arriver à ce but, nous avons des actions de sensibilisation des acteurs publics ou privés. Nous travaillons à fédérer les professionnels sur les énergies renouvelables notamment, parce que il n'y a qu'en étant groupé qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et puis l'objectif, donc, c'est de positionner l'association comme un expert, un référent sur les enjeux de transition énergétique et notamment de production d'énergie renouvelable à l'échelle du territoire. Ce sujet est important parce que c'est vrai qu'on a accompagné la région dans la définition de Repos, on a accompagné un certain nombre d'agglos sur leur questionnement autour de la transition énergétique, et CEMATER est finalement un lieu où vous pouvez accéder à des conseils d'entreprises de toute taille et de toute catégorie qui sont des sachants sur le sujet énergie. Et puis bien sûr, on a un enjeu de valoriser nos compétences régionales, que ce soit celles de nos entreprises ou celles de nos formations, pour pouvoir derrière avoir des gens aptes à occuper des postes dans nos boîtes et à faire rayonner les boîtes de la région. Anita, Roxane. CEMATER est né autour d'une vision d'implication éthique parce qu'il y a 11 ans, on était à un moment où le photovoltaïque était un peu dans une période folle où il se passait un certain nombre de choses pas très clean, on va dire, et c'est vrai que la constitution de l'association a été faite autour de cet enjeu de charte éthique. Donc aujourd'hui, tout adhérent de CEMATER signe et valide la charte éthique, qui est une charte d'engagement, et on sait aujourd'hui que chez CEMATER, on n'a que des entreprises qui sont respectueuses de la charte d'abord, mais surtout de leurs clients ou de leurs partenaires, quelles que soient les relations commerciales et qu'on peut avoir. Roxane, merci. On a tout un tas d'actions, donc je ne vais pas vous détailler toutes les actions, juste un petit focus sur la dynamique de la charte biodiversité qu'on a élaborée au sein de CEMATER avec un grand nombre d'acteurs qui s'y sont impliqués. L'idée de cette charte, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent s'engager et puissent
mettre en avant leurs actions positives sur la biodiversité autour des parcs et autour des projets solaires. Donc ça, c'est une charte importante qu'on a présentée et signée officiellement à Energaia il y a 2 ans, le dernier en physique, et qui nous permet de porter un message important, notamment vis-à-vis des services de l'État. Roxane, merci. On accompagne aussi depuis 1 an la démarche Windoc. Donc la démarche Windoc, c'est une démarche de structuration de la filière énergie marine renouvelable, autour notamment des projets d'éolien offshore flottants. Donc on est coporteur de cette marque régionale aux côtés du pôle mer Méditerranée, sachant que l'ensemble est coordonné par ADOC, l'agence de développement économique de la région. Et aujourd'hui, Windoc est un des pans de nos activités qui a une dynamique forte parce que on est en train d'agréger un certain nombre de nouveaux acteurs qui n'étaient pas forcément présents sur les énergies renouvelables sur cette thématique des énergies marines renouvelables. L'objectif pour nous étant que les entreprises du territoire, encore une fois, puissent trouver des débouchés, des nouveaux débouchés éventuellement, et être présentes sur les appels d'offres à venir des acteurs qui vont construire les parcs en mer. Donc, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, notre action de base, elle est liée au développement du business de nos adhérents. Et donc, pour ça, on a un certain nombre d'actions, un certain nombre ce webinaire, par exemple, permet de faire de la sensibilisation et d'illustrer un peu ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la transition énergétique et comment on peut la faire avancer. Xan. On est évidemment très impliqué aux côtés de l'ensemble des acteurs régionaux. Donc, on évoquait la région en premier lieu qu'on a accompagné sur la démarche REPOS, un certain nombre d'agglomérations comme celle de Béziers par exemple. On est partenaire de l'ADEME sur un certain nombre de sujets. ADOC, bien sûr, sur Windoc notamment. Les différentes CCI, au premier lieu la CCI de l'Hérault, qui était un peu à la genèse de ces matières il y a 11 ans, qu'on accompagne toujours. Et puis la CCI Toulouse-Haute-Garonne. Le pôle mer, on l'a évoqué dans le cadre de la démarche Windoc. On est adhérent du MEDEF, on est aussi surtout partenaire étroit de Derby, avec qui aujourd'hui on siège au conseil d'administration et même au bureau de Derby. L'association Demain la Terre, France Énergie Éolienne au niveau national. On n'a pas cité là Envirobat aussi, avec qui on a signé une convention de partenariat pour tous les aspects éco-construction. Et pouvoir s'appuyer sur les compétences et les dynamiques de chacun pour faire avancer encore une fois la transition énergétique dans notre territoire. Alors, une petite illustration de nos membres. Donc, je vous disais, aujourd'hui, on est à 75 membres, des grosses boîtes, EDF, Bouygues, Total Quadrant et j'en passe, Engie. Et puis à l'inverse, des indépendants, un paysagiste, une paysagiste en l'occurrence, ou un petit bureau d'études qui est tout seul. Donc on a une palette d'intervenants très très large et une coopérative avec ATNR sur Perpignan. Donc c'est vrai que cette diversité-là nous permet d'avoir une réponse quand vous avez des questions, vous collectivités, vous propriétaires qui ne savaient pas trop par quel bout prendre cet enjeu de transition énergétique. On a des réponses à vous amener en sollicitant nos différents membres et intervenants. Et puis donc on a sorti récemment une petite plaquette dédiée à la transition énergétique et notamment plutôt orientée élus et nouveaux élus pour expliciter un peu ce qu'est cette transition énergétique et par quel bout on peut la prendre pour la faire avancer. Donc c'est un peu le complément de ce webinaire, plaquette qu'on pourra, si vous le souhaitez, vous faire passer par mail évidemment, et qui permet d'avoir les bases de ce qu'on souhaite faire ou de ce qu'on souhaite pousser ou de comment on peut vous aider sur l'accompagnement lié à cette transition énergétique. Je vais donc, après cette petite mot d'introduction, laisser la parole à Claire Recassier, donc, qui est la directrice stratégie énergétique territoriale de la REC Occitanie. Claire, à vous. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'idée c'était de bien rappeler les enjeux de la transition énergétique sur les territoires. Le thème de ce webinaire porte sur la filière photovoltaïque, mais les enjeux sur la transition énergétique sur les territoires est plus vaste que le simple développement de la filière photovoltaïque. Les enjeux sont bien les suivants. C'est construire l'avenir du territoire et mobiliser, valoriser, préserver ses ressources. Ce qui constitue un des thèmes précis de la transition énergétique sur les territoires. Tout cela fait sens pour développer, soutenir une économie locale de transition. En tant que collectivité territoire, toutes les actions sur la transition énergétique sont là pour se constituer un patrimoine énergétique territorial, être sur des actions pérennes. Il s'agit aussi de réduire sa dépendance aux produits pétroliers et de relocaliser la facture énergétique du territoire. Tout cela dans le but d'améliorer la résilience de son territoire et transformer ses vulnérabilités. Dans le développement territorial, l'enjeu, on va dire, de tout ce qui est projet de territoire, c'est bien de se projeter sur demain et faire de son territoire, faire en sorte que son territoire ait les atouts pour demain. Et les questions que pose la transition énergétique sont bien là pour porter des réponses à ces enjeux. L'agence régionale énergie-climat, c'est l'agence au service des territoires. Elle a été créée il y a 3 ans sur une volonté régionale d'avoir une agence en appui à la stratégie énergétique territoriale et au scénario REPOS. Cette agence, elle intervient aussi bien pour la région et ses partenaires dans la structuration, on va dire, de réseaux, le déploiement d'outils pour les territoires, comme par exemple le réseau Toten, qui rassemble un certain nombre de techniciens des collectivités, techniciens qui travaillent dans des collectivités en transition énergétique. Dans l'émission aussi de la REC à l'échelle régionale, on intervient sur la mission d'Observatoire régional énergie-climat avec une gouvernance partagée à ADEME-DREAL Région. On produit en ce sens les données clés des consommations d'énergie et des productions d'énergie renouvelable. Et dans les missions que l'on peut avoir aussi à l'échelle régionale et qui sont aussi au service des territoires, c'est accompagner la région dans ses réflexions sur les dispositifs de soutien au projet, que ce soit en suivi, appui, animation ou définition de ces dispositifs de projet. Le positionnement de l'agence se situe bien à la fois sur une échelle territoriale qui porte les projets et à la fois à l'échelle régionale. C'est un petit peu la valeur ajoutée de l'agence, c'est cette capacité à faire le lien entre les territoires et l'institution région. Avec comme intermédiaire dans les dynamiques de transition territoriale tout ce qui est filière effectivement et les acteurs économiques. Aujourd'hui, la transition énergétique, elle se passe sur les territoires, elle est portée par les territoires qui portent les projets. C'est un maillon fort de la transition énergétique et de la dynamique de transition énergétique, mais ces territoires ont besoin d'appui, que ce soit à un niveau des acteurs relais comme des acteurs économiques ou que ce soit au niveau des acteurs institutionnels qui portent des dispositifs, des financements qui sont là pour faire levier dans la réalisation des projets. Dans les missions au niveau des territoires, la REC rassemble une soixantaine de collectivités partenaires actionnaires à travers une société juridique et une société publique locale pour lesquelles on accompagne les territoires en conseil, planification, stratégie et animation opérationnelle des enjeux de la transition énergétique. Donc il y a cette approche stratégie opérationnelle et il y a l'approche aussi plus particulièrement de la REC en tant qu'investisseur d'intérêt général sur un certain nombre de projets de transition énergétique. Très rapidement aussi, 2020 a été pour nous l'année de déploiement d'un outil au service de la transition énergétique territoriale et des élus et techniciens, qui est l'outil Terristory, qui permet en quelques clics d'avoir un état des lieux de la consommation énergétique de son territoire, de la production d'énergie renouvelable de son territoire. Vous pourrez notamment, en vous connectant, regarder
à l'échelle régionale, à l'échelle des EPCI, où on en est de la production électrique sur la filière photovoltaïque, en particulier par rapport au sujet d'aujourd'hui. La part du PV, effectivement, dans le mix énergétique régional est une part importante. Dans le scénario REPOS, c'est une des filières où il y a un des objectifs les plus conséquents, les plus ambitieux. Il s'agit de multiplier par plus de 10 la capacité des installations qui étaient présentes en 2015. On a la chance en région Occitanie d'avoir déjà un certain nombre d'installations, de contribuer à 20% de la production photovoltaïque au niveau de la puissance raccordée française. On est largement au-dessus de la moyenne des installations au niveau régional. La place du photovoltaïque est effectivement centrale dans le scénario REPOS. Mais je voulais compléter que pour une collectivité, s'engager dans la transition énergétique, c'est s'engager sur l'ensemble des filières de développement des énergies renouvelables. C'est toute la complexité du sujet. La part du photovoltaïque a sa place, mais il s'agit aussi de travailler sur l'ensemble des vecteurs, dont le vecteur chaleur ou le vecteur gaz, à travers des filières comme les filières biomasse ou la géothermie, ou dans les filières biomasse, il y a le bois énergie et les installations de méthanisation. Pourquoi s'intéresser effectivement à un projet ou un mix de projets de production photovoltaïque sur son territoire? En effet, tous les territoires qui ont travaillé sur les plans climat ont bien vu que pour atteindre un certain nombre d'objectifs, la filière photovoltaïque était une filière à mobiliser sur son territoire et qu'il était nécessaire d'avoir d'une certaine façon une stratégie opérationnelle sur ces questions-là. Travailler sur la structuration d'acteurs, de plans d'urbanisme pour pouvoir accueillir un certain nombre de projets et se poser la question des modèles de projets. Au niveau de la filière photovoltaïque, pourquoi aujourd'hui, effectivement, c'est une filière qui fait sens? Il faut savoir que l'énergie solaire, c'est une énergie inépuisable, disponible gratuitement, que la technologie qui est utilisée pour la production de cette énergie électrique est une technologie qui aujourd'hui utilise des matériaux qui sont recyclables quasiment intégralement. Et au niveau des installations photovoltaïques, la mise en place d'une unité locale de production d'énergie permet d'avoir des retombées économiques liées à la fiscalité sur les territoires et éventuellement un loyer pour un certain nombre de collectivités. De plus, par rapport à d'autres filières énergie renouvelable, le photovoltaïque est adapté à la production décentralisée d'électricité du fait de la modularité des panneaux. Et enfin, mettre en place des énergies renouvelables sur son territoire et en particulier une installation de production électrique photovoltaïque permet de contribuer à la filière économique locale en faisant appel à des entreprises locales pour la pose, la maintenance des panneaux, ce qui contribue effectivement aux activités économiques du territoire et à renforcer le développement économique du territoire. En tant que collectivité, quelle est la première étape? On verra par la suite un détail à la fois sur les enjeux de filière, sur les enjeux, on va dire, chiffrés en termes de nombre d'installations à l'échelle régionale sur l'objectif PV. Un des enjeux pour les territoires, c'est d'avoir une vision, un projet sur un mix de projets souhaitables et souhaités sur son territoire pour pouvoir justement donner toutes les chances aux différents modèles de développement de cohabiter sur son territoire. Les questions à se poser en tant que collectivité, c'est déjà quel est le type de portage juridique et financier possible et souhaité sur mon territoire, ou quel est le mix de ces portages-là. On voit bien qu'il existe plusieurs types de projets de photovoltaïque, des projets au sol, des projets en toiture, des projets en ombrière de parking
il est important en tant que collectivité d'avoir une bonne lisibilité des potentiels, de ce qui est possible et des logiques de modèles de projet qu'il y a derrière toutes ces installations. Une autre question à se poser, c'est justement la question aussi de la valorisation de la production électrique, de la vente sur le réseau, de l'autoconsommation collective, l'autoconsommation individuelle. Il existe aujourd'hui, suivant le type de projet, suivant la taille du projet, suivant la technologie, différentes façons de réfléchir son projet avec aussi des impacts différents pour le territoire. Il n'y a pas une seule et unique solution pour développer le photovoltaïque, mais il y a bien un certain nombre de projets qui doivent cohabiter pour pouvoir atteindre les objectifs. Et il y a notamment tous les projets qui permettent une mobilisation citoyenne, qui sont les projets en intégrant une gouvernance locale ou un investissement local citoyen. Enfin, pour résumer, le PV en Occitanie, c'est un potentiel de projet sur tous les territoires. Effectivement, par rapport à d'autres filières énergie renouvelable, le photovoltaïque est accessible sur tous les territoires. Il y a une diversité de modèles de projets qui sont disponibles pour les territoires au regard de leur potentiel et de leur niveau d'implication. Et il y a, le webinaire d'aujourd'hui fait preuve, un écosystème d'acteurs qui est là pour vous accompagner à toutes les phases d'un projet, de l'émergence à la réalisation. Des acteurs comme effectivement l'AREC, comme CEMATER qui rassemble tous les acteurs au niveau de la réalisation et du développement de projets. Il y a d'autres acteurs comme l'association aussi Éclair sur un certain nombre sur le modèle de projet citoyen. Voilà, donc en tant que collectivité, aujourd'hui, vous avez la chance en Occitanie, en tout cas, de pouvoir bénéficier de ce réseau d'acteurs pour vous accompagner dans votre démarche. Merci Claire pour votre intervention. Avant de passer la parole à Christophe Lacouche pour la suite de notre webinaire, j'aimerais vous poser une question par l'intermédiaire de WooClap. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à cette question? Où en êtes-vous de votre réflexion sur la transition énergétique? Vous avez 3 réponses. Seul au monde et tout à faire. Tout est clair, il n'y a plus qu'à. Ou comment faire plus? Donc, à vos liens, vous avez 2 possibilités, soit par le lien Internet ou le flashcode. Donc, oui, excuse-moi Benita, j'interviens, mais oui, je vous invite à flasher le QR code pour pouvoir arriver directement sur le site qui posera les questions de WooClap. Merci Marie. Alors, on n'a plus le QR code, du coup. Merci pour ceux qui ont répondu, mais nous n'avons que 4 réponses alors que nous avons environ 39 participants. Ça serait gentil que vous puissiez continuer à répondre au questionnaire pour que nous puissions savoir les réponses et la façon dont nous allons intervenir par rapport à ces réponses. Ça va venir, c'est un mécanisme un peu particulier quand on n'est pas habitué, je pense.
Alors, visiblement, pour l'instant, il y a environ 70% des personnes qui ont répondu qui demandent à avoir les moyens de répondre, d'aller dans la transition énergétique. Donc, nous allons continuer avec l'intervention de Christophe sur les moyens. Merci Vénita, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous expliquer un petit peu, alors pour certains ce sera peut-être une répétition, mais dans tous les cas on va essayer de vous expliquer un petit peu les différentes valorisations et techniques et sites possibles pouvant recevoir des centrales au sol, mais centrales photovoltaïques, pardon, mais pour avant tout je vais rappeler les objectifs REPOS qui sont sur 3 axes. 1, réduire les consommations d'énergie liées au transport. On sait tous. 2, réduire les consommations d'énergie liées au bâtiment. On sait tous que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Réduire les consommations d'énergie dans l'industrie et l'agriculture. Voilà, mais pour y arriver, il va falloir passer par différentes étapes, et notamment aussi par la production d'énergie. Puisqu'aujourd'hui les outils numériques, et on le voit récemment aussi avec l'arrivée en masse des véhicules électriques, ne va pas forcément améliorer cette situation, et pour cela il va bien falloir compenser et donc mettre en place je dirais des objectifs atteignables, et pour cela on a besoin de vous, les collectivités, pour mettre en place des actions concrètes sur vos territoires et donc pouvoir développer et atteindre cet objectif REPOS d'ici 2050. Roxane, voilà. Donc nous avons fait un petit focus sur la filière photovoltaïque. Aujourd'hui, l'objectif REPOS demande à ce que l'on atteigne plus de 20 000 gigawattheures de production d'énergie photovoltaïque d'ici 2050, ce qui donc d'ici 2050 demande un rythme annuel de 700 gigawattheures par an d'énergie en production, et ce qui représente en watts, donc en puissance crête instantanée, 540 mégawatts par an de projets à développer. Donc, une première étape d'environ 7000 mégawatts en 2030, et enfin autour des 15 000, 70, 16 000 mégawatts d'ici 2050, ce qui demande donc une croissance x5 pour 2030 des installations qui sont existantes, et x11 pour d'ici 2050. Pour vous faire un parallèle avec la surface que l'on a avec les technologies actuelles et projetées, puisque les technologies solaires photovoltaïques évoluent d'année en année. En 10 ans, on a doublé, je dirais, les rendements surfaciques sur les installations photovoltaïques. Cela demande, pour atteindre cet objectif en 2050 de 16 000 MW, 80 millions de mètres carrés de toiture, ce qui est énorme. Donc ça passera aussi par un mix d'applications sur ces centrales photovoltaïques. On ne peut pas couvrir 80 millions de mètres carrés de toiture. Je pense qu'il va falloir contrebalancer aussi avec des projets au sol. Et si on fait l'équivalent en projet au sol, on se retrouve à 11 000 hectares de projets photovoltaïques au sol, ce qui représenterait 0,15% du territoire de l'Occitanie. Aujourd'hui, pour rappel, l'Occitanie représente 20 communautés d'agglomération, 138 communautés de communes, une communauté urbaine, Perpignan, et 2 métropoles. Donc si on divise un petit peu ces volumes et ces surfaces, il faudrait identifier, organiser et permettre à minima, lorsqu'on établit les règlements d'urbanisme ou lorsqu'on projette les schémas régionaux, permettre à minima sur chaque EPCI d'établir des zonages autour de 70 à 80 hectares d'ici 2050 pour développer ces projets photovoltaïques au sol ou sur d'autres supports, bien entendu. Actuellement, nous sommes sur des ratios de 65% des projets au sol et 35% des projets en toiture et ombrière. Roxane. Les typologies donc des installations photovoltaïques. Alors je vous ai mis 3 familles, il en existe une 4e qui sont les serres photovoltaïques, mais là on est vraiment sur un micro-marché. Avec pour la première filière, ce sont les toitures.
qui demande un temps de développement assez court, 1 an, entre les optations. Et là, Marie Gervais vous expliquera comment développer ces projets-là. Les avantages de ce type de projet, c'est que les supports existent ou sont intégrés dans une construction, on le sait tous. Ils sont adaptables généralement à la majorité des règlements d'urbanisme et le développement donc est rapide. L'inconvénient, c'est que nous sommes sur des rendements beaucoup plus faibles en termes de surface et de production. De surface, pourquoi? Parce que finalement, nous dépendons des toitures disponibles et aussi de production, puisque le bâtiment, tous les bâtiments ne sont pas exposés plein sud, donc finalement, nous perdons en production photovoltaïque, et aussi le fait d'enfermer les panneaux photovoltaïques sur une toiture, on augmente sa température et donc forcément, on croit que c'est le contraire, plus il fait chaud, plus ça produit, eh bien non, plus il fait chaud, moins on produit. Donc finalement, on a des baisses de rendement sur les toitures, donc c'est plus compliqué à obtenir le même résultat qu'une centrale qui serait au sol, par exemple. Ça ne s'adapte pas à toutes les toitures, effectivement, puisque nous avons énormément de toitures terrasses, par exemple, où on ne peut pas venir s'installer puisque les systèmes les composés d'étanchéité ne permettent pas de venir recevoir ces installations, et donc on est obligé, même si nous sommes sur des toitures récentes, si elles n'ont pas été prévues dès le départ, de remplacer la totalité des systèmes d'isolation, car ils ne sont pas prévus pour les compressions et autres. Donc on ne peut pas équiper toutes les toitures à moins de changer tout le système pour la plupart. Voilà, donc ça veut dire que c'est un travail très en amont d'intégration de ces systèmes-là. Donc voilà, finalement, on a cet inconvénient-là sur les toitures. Et bien sûr, le problème de l'intégration aux sites et environnements patrimoniaux. L'Occitanie est riche en sites patrimoniaux, effectivement. Équiper des toitures photovoltaïques à côté d'un site remarquable, c'est pas très évident. On sait qu'aujourd'hui, il y a des technologies de tuiles solaires, mais on est très très loin des rendements demandés. C'est très très cher. C'est encore au stade de l'innovation, les produits arrivent, mais voilà, on aura besoin d'avancer un peu plus là-dessus pour que ce soit mieux intégré au patrimoine. Et donc, je vous le disais, la rentabilité moins élevée. Concernant les ombrières de parking, un petit peu les mêmes avantages que sur les toitures, un temps de développement assez court, 1 an, avec des supports existants ou intégrés, donc des parkings autour des constructions, adaptables à la majorité des règlements d'urbanisme et encore un peu plus compliqués que les toitures, un développement rapide et des services complémentaires de confort pour les ombres. L'Occitanie, on a la chance d'avoir pas mal de soleil, de recharge de véhicules et d'autres services liés à la mobilité. Toujours est-il qu'on est sur des rendements un peu plus faibles dus à l'orientation, puisque tous les parkings ne peuvent pas être orientés plein sud, des problèmes d'intégration toujours à l'environnement patrimonial et la rentabilité moins élevée, puisque nous sommes sur des structures métalliques assez lourdes avec des massifs béton et autres, et donc des coûts plus élevés pour, je dirais, la même puissance photovoltaïque au mètre carré. Et enfin, la dernière technologie qui sont les centrales au sol, avec un avantage et pas des moindres, c'est qu'on peut aller sur des très grandes productions d'énergie, avec une électricité, un coût d'électricité bien moins cher, de par sa, je dirais, simplicité d'installation. Ce sont des projets qui sont structurants aussi pour le territoire, puisque Claire Rucassier vous le disait, on peut travailler aussi mais aussi en toiture avec des projets participatifs ou avec des projets avec des collectivités. Et ce sont des projets qui sont généralement autonomes énergétiquement et fiscalement, avec des revenus assez importants de par les taxes ou les loyers sur les terrains qui permettent d'avoir des revenus complémentaires pour les collectivités. L'inconvénient, bien sûr, c'est l'adaptation au règlement d'urbanisme, qui est très compliqué, puisque aujourd'hui, une centrale au sol est considérée comme de l'artificialisation, comme un bâtiment ou comme un parking. Donc c'est compliqué, on sait que la pression et les règlements d'urbanisme se compliquent de plus en plus. Le développement est long, c'est environ 4 ans, et ensuite des impacts potentiels sur les paysages et la biodiversité. Roxane, merci. Comment valoriser ces 3 grands marchés? La toiture, on peut la valoriser par de l'autoconsommation. Donc, pour ça, il faut avoir une activité électro-intensive pour pouvoir absorber
toute ou partie de la production, enfin c'est toute la partie de la production photovoltaïque. L'autoconsommation avec revente du surplus, donc vous consommez une partie puis vous revendez le surplus à un gestionnaire, enfin à un fournisseur d'énergie. L'autoconsommation collective qui démarre mais qui a encore du mal, où on est assez limité sur les puissances puisqu'on est aujourd'hui, alors il y a une évolution. On s'arrête à 3 MW, mais malheureusement, on est sur un rayon de 2 km sur cette autoconsommation collective. On vient de passer à 20 km, mais ce sera sur une demande de dérogation auprès du préfet. Voilà, donc je dirais, c'est un mode de valorisation qui n'est pas encore bien mature, qui a encore des difficultés, notamment sur la vente du surplus, ou qui n'est pas assez valorisé, qui limitait à 100 kW crête. On va peut-être l'étendre à 500 kW crête avec la sortie d'une nouvelle réglementation sur le guichet unique. Voilà, dans tous les cas, l'autoconsommation collective démarre, mais n'est pas encore mature, mais ce sera une possibilité de valorisation à moyen terme pour ce type d'installation. Ensuite, il y a la vente d'énergie classique, hein, l'appel d'offres creux, comme il dit vulgairement, de la Commission de régulation d'énergie, avec la fin du cycle 4 de la Commission de régulation d'énergie. On va démarrer sur le cycle 5 à partir du dernier semestre, ou l'arrivée du guichet unique, donc c'est un tarif connu, évolutif, tous les trimestres, jusqu'à 500 kW crête, où nous attendons toujours l'arrêté tarifaire. Les ombrières, toujours pareil, pour la valorisation, nous sommes sur l'autoconsommation avec ou sans recharge de véhicule, puisqu'aujourd'hui, on peut tout à fait injecter les électrons dans de la recharge de véhicule pour être beaucoup plus efficace. L'autoconsommation avec revente du surplus, l'autoconsommation collective aussi, et la vente de l'énergie toujours en creux ou en guichet unique. Enfin, pour le dernier marché, le sol, nous pouvons aussi faire de l'autoconsommation collective, mais là, attention, toujours sur des petites centrales, autour de 2-3 hectares, puisqu'on est limité à 3 mégas. Les fameux 2 km, donc il faut beaucoup d'électro intensifs. Les 20 km pour les paysages ruraux, avec des difficultés pour les consommateurs. Et ensuite, le marché de la vente d'énergie creux classique. Et enfin, la nouveauté sur ce type de valorisation, les PPA, qui sont un terme anglais, Power Purchase Agreement, qui sont des contrats d'achat. Donc, on sort du créneau creux pour aller sur le créneau vente directe auprès de fournisseurs d'énergie ou corporate, auprès d'industriels qui souhaiteraient consommer cette énergie-là directement ou indirectement via le réseau. Où peut-on installer une centrale photovoltaïque au sol? Eh bien, la première, et c'est la priorité des entreprises qui développent les projets photovoltaïques, ce sont bien sûr les carrières, les friches, les délaissés routiers, les zones polluées, les centres d'enfouissement. Malheureusement, ces surfaces-là, ces potentiels-là, ne sont pas assez importants pour atteindre ces objectifs-là. Et malheureusement, la vocation énergétique n'est pas toujours pertinente et le paysage et la biodiversité sont parfois assez forts sur ces zones-là. Et nous sommes confrontés parfois justement à vouloir installer des installations photovoltaïques sur ce type de terrain, mais on ne peut pas parce que la biodiversité est présente et les enjeux sont assez forts. Il serait quand même assez utopique de vouloir s'installer là-dessus alors qu'on est sur une biodiversité riche. Donc, on s'aperçoit au fur et à mesure que on est obligé d'aller sur des zones différentes, comme les zones naturelles à faibles enjeux, où on peut travailler sur de la création de zones de refuge, le maintien d'espaces ouverts, ou ouvrir des espaces qui se sont refermés, et travailler avec des associations environnementales, avec des bureaux d'études environnementales, pour créer des refuges, des réserves à faune et à flore. La plupart du temps, on travaille aussi selon les espèces, à la création de passe-faune pour préserver cette faune en danger. Enfin, voilà, il y a un travail de fond qui est fait avec les bureaux environnementaux, puisqu'on a une étude d'impact qui dure plus d'une année. Et voilà, on peut tout à fait aller sur ces zones naturelles à faible enjeu, je le répète, on est toujours, puisqu'on est dans le mode éviter, réduire et compenser,
lorsqu'un bureau environnemental vient sur ces zones naturelles, elle identifie les enjeux qui sont catégorisés, c'est réglementé, et selon la faune ou la flore présente, on va définir les zones d'implantation les plus faibles pour installer les installations photovoltaïques. Ensuite, nous avons les zones d'activité classiques, les zones constructibles à l'abandon. Voilà, si vous avez des projets qui, je dirais, n'arrivent pas à décoller, des surfaces foncières qui ne sont absolument pas utilisées, on peut tout à fait prévoir des petites installations photovoltaïques sur ces zones-là. À savoir que ce sont des installations, et je le répète, réversibles, qui peuvent s'inscrire dans un programme à long terme, avec des rentabilisations des investissements publics, effectivement par le versement des loyers, qui viendraient compenser les aménagements de ces zones d'activité, ces zones constructibles à l'abandon. Dans tous les cas, voilà, c'est une possibilité. On travaille sur des rythmes de 20 à 30 ans. On peut tout à fait, étant donné que ce sont des centrales photovoltaïques réversibles, revenir à une activité d'ici 30 ans, activité commerciale ou activité de construction. Et enfin, le dernier point qui, je dirais, est assez en cours de discussion, ce sont les friches agricoles. Je dis bien les friches agricoles, ou les terrains destinés à l'élevage, l'apiculture, où on peut tout à fait travailler dans une coactivité entre le photovoltaïque et l'agriculture. Il y a déjà des projets matures, des projets qui sont en train de sortir, d'autres qui sont en cours d'exploitation, où on peut travailler sur de l'élevage ovin, bovin, apiculture, ou directement de la co-agriculture, où nous allons, il y a des Sunagri, Ombrea pour ne pas les citer, qui travaillent sur de la couverture de vignes ou d'agriculture par des panneaux solaires, ou directement de la coactivité agricole, où vous venez installer de l'agriculture entre les panneaux photovoltaïques. Et pour cela, c'est un travail avec les chambres d'agriculture. On a certains territoires où les chambres d'agriculture intègrent dès le départ ces nouveaux systèmes et nous accompagnent sur la pertinence agricole de cette coactivité. Voilà. Et je voulais rajouter un petit mot là-dessus et insister, puisqu'aujourd'hui, ce qui nous empêche de se développer intelligemment sur ces zones-là, une centrale photovoltaïque au sol n'artificialise pas le terrain concerné. Pourquoi? Parce que cette installation est complètement réversible. Nous sommes sur des installations avec des pieux qui se plantent dans le sol. Il n'y a pas de fondation de massif béton. La preuve, c'est qu'on travaille aussi sur des centres d'enfouissement de déchets où on vient poser la centrale, où l'ensemble des techniques, des transformateurs et des points de livraison sont des préfabriqués que l'on vient poser comme un container. Donc, on peut tout à fait revenir en arrière et enlever cette centrale. D'ailleurs, Marie vous l'expliquera, il est prévu en fin de vie le démantèlement de cette centrale pour retrouver à l'identique le terrain tel qu'il a été à l'initial. Et donc, on insiste vraiment sur cette réversibilité des terrains et sur ce mot artificialisation qui finalement nous bloque dans les règlements d'urbanisme pour pouvoir développer. On sait que dans certains pays, notamment en Hollande, ils ont sorti ces installations d'énergie renouvelable au sol photovoltaïque du mot artificialisation et ils peuvent le développer maintenant dans des secteurs hors réglementation à partir du moment où le paysage et la biodiversité sont respectés. Voilà. Je laisse la parole donc à Marie qui va vous expliquer un petit peu les chiffres clés et le développement d'une centrale photovoltaïque. Merci à tous et à toutes. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Venita, est-ce que tu voulais peut-être dire un mot entre deux? Je n'ai qu'une question qui te concerne, mais je pense que tu vas la développer de la part d'une collectivité sur les revenus pour les collectivités. Cette collectivité demande des éléments actualisés. La question principale d'un maire qui veut installer du photovoltaïque sur la commune, c'est combien ça va me rapporter. Très bien, on y vient effectivement dans cette dernière partie. Il y avait plusieurs questions, me semble-t-il, sur la mise à disposition de la présentation. Donc, je me charge de vous confirmer que ce sera effectivement mis à disposition.
Donc, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour ce premier webinaire CEMATER. Et nous allons aborder dans cette dernière partie les grandes étapes de développement et effectivement quelques chiffres clés relatifs au développement de centrales solaires. Nous allons nous concentrer sur cette dernière partie sur les centrales au sol principalement, comme vous l'a expliqué Christophe. C'est effectivement ces centrales qui nécessitent les temps de développement les plus longs et donc aussi les retombées financières les plus importantes. Quand on parle de développement de projets d'énergie renouvelable, on commence forcément par une étude de pré-faisabilité ou de diagnostic qui consiste dans un premier temps à identifier un site, à analyser ses contraintes techniques pour évaluer sa capacité de production électrique. C'est une phase où on va aborder également les pré-études de raccordement, le post-raccordement, le budget raccordement dans un projet d'énergie renouvelable est conséquent, donc ça impacte l'économie globale du projet. À travers ces études de raccordement, des premières approches avec le gestionnaire de réseau Enedis. Et enfin, dans cette phase, nous allons aussi nous attarder sur les données administratives, donc règlement d'urbanisme, on l'a évoqué très rapidement, zonage et anticiper un petit peu les obstacles et les modifications qui seront à anticiper dans le cadre du développement de projet. Avant de passer à la phase de faisabilité, il faut évoquer effectivement la notion de la sécurisation foncière qui est clé dans le cadre du développement de projet. La sécurisation foncière, elle se fait en deux étapes avec, dans un premier temps, un accord préalable, alors qui est, si on est sur un terrain privé, une simple promesse de bail qui permet de sécuriser en partie le foncier. Effectivement, si on est sur un terrain public, c'est une autre histoire. C'est consultation et mise en concurrence et appel d'offres. Et à l'issue de cette consultation et de cette réglementation d'appel d'offres public, un lauréat est désigné. Et c'est une fois qu'on en est là, en fait, qu'on va pouvoir, en tant que développeur, puisqu'on se place dans ces différentes étapes d'un point de vue développeur, on va pouvoir lancer des études techniques poussées, complètes, qui vont permettre, in fine, de dimensionner complètement la centrale et d'aboutir à un dépôt de permis de construire. Nous arrivons donc en phase instruction. Comme vous le savez certainement, les installations photovoltaïques sont soumises à la réglementation des installations de production d'énergie. Au-delà de 250 kW/crête, il sera nécessaire d'avoir donc un permis de construire au titre des règles de l'urbanisme, mais aussi une enquête publique et une étude d'impact au titre du Code de l'environnement. L'instruction se fera par les services urbanisme de l'État, donc le préfet étant l'autorité compétente en la matière pour délivrer ensuite l'autorisation. Donc instruction qui se termine par la signature d'un bail emphytéotique ou d'un bail à construction ou d'une convention d'occupation temporaire quand on est sur du terrain public. Je l'ai mis sur le côté droit de la slide, mais évidemment, depuis la préfaisabilité jusqu'à l'instruction, nous sommes tenus, et alors plus que tenus, parce que c'est l'essence même de l'acceptabilité de ces projets, à une phase de concertation et d'information permanente. Elle démarre de manière avec les élus, forcément, avec les élus locaux, via des rencontres, après des réunions avec les riverains, des présentations en conseil municipal peuvent intervenir également, puis in fine la procédure réglementaire de l'enquête publique dans le cadre de l'instruction logique. On peut passer à la suivante, Antoine, merci. À l'issue de cette phase de développement, du coup, nous avons une structure qui va pouvoir porter le projet, une structure juridique est créée. Nous appelons ça dans le jargon des énergies renouvelables une société de projet, plus communément, ou SPV, c'est la contraction du terme anglais. Cette société de projet prend souvent la forme juridique d'une SAS, une société par action simplifiée, et elle va donc porter l'ensemble des coûts, charges et celle qui va financer le projet d'énergie renouvelable. Sur le plan des flux entrants, nous avons donc une répartition entre fonds propres et dettes. Je rappelle qu'on est sur une centrale solaire au sol, donc plusieurs millions d'euros d'investissement.
Les fonds propres, la répartition entre les fonds propres et la dette, on peut considérer que c'est entre 10 et 15% de fonds propres et environ 90 ou 85% de levée de dette auprès d'organismes bancaires. Cette société de projet va avoir forcément des flux sortants que sont les investissements, les différentes installations, l'achat des modules, des points de livraison, des onduleurs, et puis toutes les charges sur toute la durée de vie de la centrale, donc à travers des contrats d'exploitation, de maintenance et de gestion. Puis enfin, un autre flux sortant, les taxes et impôts qui vont revenir abonder les retombées économiques pour les communes. Et puis en revenu, le chiffre d'affaires qui est issu de la vente de l'énergie, qu'on valorise à travers différents types de valorisation qui vous ont été présentés par Christophe. Ces revenus donc, interviennent à partir de la mise en service. Juste pour rester sur cette slide, Roxane, excuse-moi, je vois que tu passais à la suivante. C'est important à ce stade-là de préciser que c'est à ce stade-là qu'on va concrétiser en fait aussi les discussions qui auraient été portées par les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics, et structurer en fait le projet en intégrant dans la gouvernance de la société de projet des collectivités publiques si elles le souhaitent, en intégrant dans le financement du financement participatif avec les citoyens. Donc toutes ces questions se concrétisent au niveau du financement, mais c'est vrai que c'est des questions auxquelles les collectivités doivent répondre un peu plus en amont. La question à laquelle il faut répondre, c'est quel niveau de risque les collectivités sont prêtes à prendre, et quelle volonté de participation dans la gouvernance, et tout ceci se cadre au niveau de la structuration juridique de la société de projet. On peut passer à la suivante. Donc nous abordons ensuite une phase plus opérationnelle, assez classique, sur laquelle je ne vais peut-être pas trop m'étendre, mais rapidement sur la phase construction. Donc on est à environ 6 mois, il faut compter entre 4 et 8 mois en fonction des centrales au sol, pour achever la phase construction. Je vous rappelle que sur la phase développement, comme le présentait Christophe, on était sur une centrale au sol, un développement de 4 ans. Donc 4 ans de développement, 6 mois de construction. Ensuite, on passe à la phase exploitation maintenance. C'est une phase qui va effectivement durer toute la durée de vie de la centrale solaire. C'est une phase importante qui va forcément garantir pendant 20 ans, 25 ans, l'optimisation, le bon fonctionnement de la centrale et l'optimisation du productible. Donc, en anticipant les maintenances préventives, les maintenances curatives, en faisant appel à des personnels qualifiés, donc souvent recrutés localement ou travaillant pour un exploitant basé localement. Et puis, effectivement, la phase démantèlement dont on a parlé. Alors, on sait que le démantèlement, c'est effectivement l'évacuation de tous les éléments et la remise en état du site. Je tiens à préciser que la filière photovoltaïque s'est structurée dès 2007 à ce sujet, avec la création d'un éco-organisme qui s'appelle PV Cycle, qui compte aujourd'hui environ 200 points de collecte. Et puis en 2018, donc il y a à peu près 2-3 ans maintenant, une première usine de recyclage de panneaux photovoltaïques a été inaugurée à côté d'Aix-en-Provence. Donc c'est non seulement la preuve que ces centrales, ces installations énergétiques sont totalement réversibles, mais en plus toute cette filière qui se structure de démantèlement et de recyclage participe en fait de l'industrialisation et recherchée notamment en Occitanie, qui travaille beaucoup sur le sujet pour arriver à implanter et à structurer cette filière en France avec des emplois locaux. Alors, on terminera du coup sur cette notion de chiffres clés. De quoi on parle quand on parle de centrale solaire? Qu'est-ce qu'on entend? Quels sont les chiffres? Alors, ce diagramme que vous avez sous les yeux est issu du petit dépliant qu'on avait fait sur la transition énergétique, qui vous a été présenté en introduction par Stéphane. Nous nous sommes donc basés sur un projet d'énergie renouvelable, on va dire d'une puissance de 10 MW. Et puis, nous avons fait la comparaison entre le projet éolien et le projet photovoltaïque. Aujourd'hui, on se concentre sur le photovoltaïque. Donc, vous voyez que en gros, on a 20 000 € à peu près de retombées annuelles sur le bloc communal, à la fois commune et EPCI.
et environ 21 000 €, donc à peu près la même chose, quand on voit que sur l'éolien c'est assez différent, sur la part département et région. Très difficile de vous donner, c'est vraiment des grosses mailles, hein, tout projet s'analyse finement et ça dépend effectivement aussi des tarifs de rachat de l'électricité, donc toute l'économie globale du projet vraiment est le résultat d'une fine analyse, mais ces ordres de grandeur en tout cas voilà, sont conformes à la réalité. Il y a un petit changement qui est intervenu très récemment, là, puisque le projet de loi de finances de 2020 a été adopté au mois de décembre. Et dans le cadre de ce projet de financement, l'IFER, qui est principal contributeur en termes de taxes, a vu son taux baisser quasiment de moitié pour le photovoltaïque. Et donc, c'est applicable depuis le 1er janvier 2021. Donc, depuis le 1er janvier 2021, pardon, toutes les centrales solaires mises en service se voient appliquer un taux d'IFER qui est divisé de moitié par rapport aux années précédentes. Alors, de deux points de vue, en fait, c'est un rééquilibrage de la fiscalité au profit, en faveur des énergies renouvelables, ce qui est une bonne chose. C'est effectivement, d'un autre point de vue, un petit peu, voilà, une enveloppe budgétaire manquante pour les collectivités qui accueillent des projets. Je terminerai juste sur, toujours dans les chiffres clés, dans les ordres de grandeur, sur qu'est-ce qu'on entend par 10 MW crête, qu'est-ce que c'est? Alors, cela représente environ 9 hectares de terrain clôturé, une production estimée à 12 gigawattheures par an, si on compte un ensoleillement, si on se base sur un ensoleillement d'environ une moyenne de 1300 heures d'ensoleillement. Cela correspond à l'équivalent en consommation électrique de 5000 foyers hors chauffage. Et on économise à travers cette centrale solaire, on évite en fait de rejeter 72 tonnes de CO2 par an, ce qui représente, si on considère l'ensemble de la vie de la centrale solaire sur une durée de 30 ans, plus de 2000 tonnes de CO2 évitées par an. J'en ai, je crois, terminé pour ma partie et merci de votre attention. Donc, j'ai une question concernant les subventions allouées par l'État pour un projet photovoltaïque. Y a-t-il des subventions additionnelles de la région et ou du département? Et ces subventions concernent-elles tous les types d'installations? Alors, je m'excuse, je n'ai pas entendu la question. J'ai pas entendu quasiment toute la fin. Alors, je reprends. C'est une question qui concerne les subventions pour des projets photovoltaïques. Au-delà des subventions allouées par l'État par kilowatt crête, y a-t-il des subventions additionnelles de la région et ou du département? Et ces subventions concernent-elles tous les types d'installations? Alors, dans le cadre, nous, de nos développements de projets qu'on a eus, on n'a pas eu connaissance de subventions, que ce soit en Occitanie ou ailleurs d'ailleurs, de subventions dont auraient pu disposer les collectivités, autres que celles de l'État à travers le tarif de... Enfin voilà, autre que celle de l'État dont on vient de parler. Je ne sais pas si Claire est toujours avec nous et est-ce qu'elle a connaissance peut-être de systèmes de financement autres? Alors, c'est dans la règle des dispositifs d'intervention, il est interdit qu'il y ait des subventions à ce type de projet dans la mesure où il y a déjà le dispositif d'État sur le tarif d'achat. Voilà. Voilà, ça répond effectivement bien à la question. Merci. Alors, dans la réglementation du nouvel appel d'offres Creux 5, effectivement, je pense que cette subvention, elle viendra par la bonification et donc par le mécanisme d'augmentation du tarif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette collectivité sera au sein même de la gouvernance de la société d'exploitation des centrales photovoltaïques, se verra attribuer un bonus supplémentaire et donc pourra mécaniquement augmenter son tarif proposé d'achat et donc avoir une rétribution plus importante qu'un opérateur privé. Voilà. J'ai une autre question d'un des participants. Quelle est la durée de vie d'une centrale photovoltaïque? La durée de vie, alors si on s'arrête aux garanties, les modules photovoltaïques, c'est 30 ans, mais ça reste une garantie. Aujourd'hui, on voit les modules photovoltaïques
au sein des satellites et au sein de l'aérospatiale qui sont là depuis plus de 50 ans. On a un retour d'expérience des pays comme l'Allemagne qui, eux, ont des centrales photovoltaïques qui tournent depuis plus de 20 ans et qui fonctionnent parfaitement bien. Donc, je dirais qu'on est sur des cycles lorsqu'on a une installation photovoltaïque minimale de 30 ans avec le point faible de cette centrale photovoltaïque, ce seront les onduleurs. Mais là est prévu justement une mise à jour ou un remplacement de ces onduleurs au bout de 20 ans pour redémarrer sur 20 années supplémentaires. Dans tous les cas, les modules photovoltaïques continueront à produire. On est sur un rythme de perte de production de 0,5% par an. Donc un panneau, au bout de 30 ans, il produira 70%, mais il continuera à produire. Et puis après, quid de la technologie, est-ce qu'on ne veut pas la recycler? Mais dans tous les cas, et partir sur une technologie 3 fois ou 4 fois plus importante en gardant la même surface. Dans tous les cas, c'est le repowering qui se passe actuellement dans l'éolien et qui va se passer dans quelques années pour le photovoltaïque. Mais je dirais que le panneau en lui-même a une durée de vie 50, 60 ans sans problème, et un remplacement des onduleurs sur des rythmes de 20 années si on prend des extensions de garantie avec les fournisseurs d'onduleurs. J'ai une autre question qui concerne plutôt alors la proportion, les ordres de grandeur. Quels sont les ordres de grandeur entre la fiscalité, les revenus et les recettes d'une société projet pour un projet photovoltaïque? Marie, ton micro est coupé. Excusez-moi. Oui, alors tout ça pour dire que en fait, je ne pouvais pas répondre très clairement à la question. Je m'en excuse. Il faudrait que je creuse un peu ce qui est possible, mais je vous avoue que j'ai pas les ordres de grandeur là en tête. Alors, moi, je peux répondre en partie. Les ordres de grandeur sont vraiment différents selon la typologie des centrales photovoltaïques. Effectivement, comme je l'ai exposé par rapport à la valorisation de ces marchés, tout dépend si on est sur une revente d'énergie, une autoconsommation. On le sait, sur l'autoconsommation, on a des taxes comme l'acheminement, le TURP et autres, le CSPE, qui sont différentes si on est sur un creux. Si on est sur un PPA, c'est encore différent. Donc vraiment, sur un classique, voilà, ça dépendra vraiment du productible, de la répartition. L'IFER, on le connaît, les taxes, elles sont classiques, ce sont les taxes foncières, ce sont les qui sont sur les parties bâties, donc ce sont les points de livraison ou les aménagements de pistes, mais elles sont très petites. Et ensuite, taxes d'aménagement. On est sur du classique. Après, l'équilibre, il faudrait regarder un projet et regarder et simuler plusieurs types de projets pour donner un équilibre entre les revenus et parce que les revenus, tout dépend des exigences des sociétés d'exploitation et de ses actionnaires. Est-ce qu'ils cherchent une rentabilité ou plutôt un investissement à long terme pour produire de l'énergie renouvelable? Voilà, c'est pas une mécanique simple. Ça dépend vraiment de la valorisation au bout du projet. Et donc, chaque valorisation a son ratio d'équilibre entre la fiscalité, les revenus remontés générés dans les sociétés et les retombées sur les collectivités. Puisqu'on peut avoir, pour donner des loyers, si certains, on peut très bien être sur un projet compliqué avec des loyers qui vont de 1000 à 2000 euros l'hectare, avec des projets ultra simples où on peut monter à des loyers à plus de 10 000 euros l'hectare en retombée de collectivité. Donc voilà, mais chaque projet est unique. Et on peut après discuter sur un projet concret et faire remonter des vrais chiffres sur un cas concret sans aucun problème. J'ai une autre question qui concerne comment peut-on apprécier la contribution du développement du photovoltaïque dans la réduction des gaz à effet de serre. Je ne sais pas si Claire veut répondre ou si je... Oui, tout à fait. Donc sur cette question, c'est effectivement la question de la priorité des enjeux entre la
la priorité sur les ressources par rapport à l'enjeu de passer sur un mix énergétique décarboné et la priorité des impacts au niveau de l'effet de serre. Au niveau de la filière photovoltaïque, on sait que du coup, en mobilisant cette filière, on travaille sur, d'une certaine façon, la décarbonation du mix énergétique et du mix électrique en partie. Et de la même façon, sur la partie de gaz à effet de serre, on est aussi sur cette question-là. Si la question, c'est aussi le fait de dire au niveau de la transition énergétique, quelle est la place de la production nucléaire, là, on est sur un autre sujet. Je pense que ce n'est pas forcément l'objet du webinaire, mais on pourra prendre le temps d'échanger sur un autre espace par rapport à cette question-là. En tout cas, aujourd'hui, la filière photovoltaïque, c'est une filière qui a ses enjeux, sur laquelle on compte au niveau de la région Occitanie dans le mix énergétique et dans le scénario REPOS, et il permet d'être sur une relocalisation des appareils de production d'électricité et aussi d'une dynamique territoriale entre consommation et production. Et il y a aussi toute une question effectivement qui est déjà posée sur la question du développement des énergies renouvelables, sur la question du réseau et de la place du réseau électrique et de l'évolution, d'une certaine façon, de la gestion de ce réseau électrique par rapport au raccordement de ces installations. Après, c'est dans une approche systémique que toutes ces questions-là sont bien traitées dans le cadre du scénario REPOS, ou en tout cas dans le jeu d'acteurs aussi de l'application et de la mobilisation autour de ce scénario REPOS. Merci. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Christophe, par rapport à cette réponse, mais voilà, c'est les éléments en tout cas de cadrage sur la question de la place de l'électricité photovoltaïque dans la question des gaz à effet de serre. Après, on peut se poser la question, tout à l'heure a été évoqué effectivement un indicateur sur les GES par Marie. Toute cette question-là, ça dépend de l'énergie de référence que l'on prend quand on parle de GES évité. Voilà. Et si on est sur un mix énergétique tout vecteur, électricité ou électricité, chaleur et combustible. En tout cas, au regard de l'enjeu de la transition énergétique et de sortir d'un mix carboné vers aussi une maîtrise de la production énergétique locale, la filière photovoltaïque a sa place. Merci beaucoup, Claire. Prochaine question, je pense, pour Marie. Quel est le temps moyen de retour sur investissement pour un projet financé par une municipalité de 100 kW et financé à 100% sans crédit? Alors, très sincèrement, je m'excuse, mais je ne suis pas du tout sur la partie financière, moi. Donc, je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Je ne sais pas si Christophe peut prendre le relais, je m'en excuse. Si, alors là, la question est simple. Bon, c'est 100 kW crête, tout dépend où ils sont installés. Si c'est sur une toiture, on peut partir sur, je dirais, une installation à 100 000 € par exemple. J'arrondis vraiment. Si c'est sans crédit, tout dépend du productible après derrière. Qui va générer le revenu. Donc, si on est sur 1300 kWh par kilowatt crête, donc on sera sur à peu près 130 000 kWh par an. Et ensuite, ça dépend du tarif de revente de l'énergie. Si on est sur là un 100 kg, donc un tarif T4, on est actuellement autour de 96 centimes. Donc voilà, il faut faire le ratio du revenu fois le revenu vendu moins ensuite tout un tas de charges et autres, mais voilà, sur nos modèles, lorsqu'on investit sur un 100 kW crête, le retour est sur 20 ans, l'amortissement est sur 20 ans. Alors après, on n'a pas les mêmes conditions de financement qu'une municipalité. Voilà, donc je pense que ça se calcule.
dans tous les cas, en tant qu'acteur privé sur un 100 kg, le retour sur investissement est sur minimum 20 années sur un 100 kg, mais on dépend vraiment de ces critères-là, c'est-à-dire le coût de l'investissement autour de 100 000 €. Si on est sur un productible, c'est le revenu derrière et le tarif d'achat en cours. Donc si c'est un projet qui est mature, on est sur 9 centimes, 9,6 centimes, 96 € du méga, mais si on est à peine au début du développement du projet, on sait qu'on est sur des baisses significatives tous les trimestres et on peut se retrouver peut-être à 93 ou 92 € le mégawattheure sur ces projets-là. Mais voilà, dans tous les cas, on n'est pas sur comme un petit particulier avec un temps de retour sur investissement à 10 ans, on est plutôt, je dirais, entre 15 et 20 ans sur en retour d'investissement. J'ai une autre question sur les chiffres sur la répartition entre recettes et fiscalité sur 2 ou 3 projets PV au sol. Je ne sais pas si c'est possible de répondre à cette question. Ça revient à la réponse que tu donnais tout à l'heure, me semble-t-il, Christophe. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que parfois on se retrouve, j'ai déjà eu le cas où la fiscalité est moins élevée que la recette, et puis inversement. Donc c'est vraiment tout un tas de critères de valorisation de la surface concernée, de la valorisation du marché PPA et creux, la complexité du raccordement, parce qu'on peut avoir aussi des projets avec des raccordements très proches et donc très peu coûteux, avec des projets de raccordement très éloignés. Donc vraiment, ce n'est pas une règle générale. On est vraiment sur du cas particulier systématiquement. Je sais que j'ai des développeurs qui me demandent de faire des calculettes rapides pour les municipalités, pour leur donner, oui, sauf qu'on a quand même un an de développement, d'études d'impact, où on a des enjeux derrière qui vont être soulevés avec des compensations parfois assez élevées. Et donner ce ratio-là comme ça à la volée, je pense que c'est donner de mauvais chiffres finalement qui ne correspondra pas à chaque projet. Voilà, donc c'est pas une réponse de Gascon, mais c'est plutôt, je dirais, malheureusement, c'est particulier à chaque projet. J'ai une autre question qui concerne les contraintes liées aux capacités des postes sources qui sont de plus en plus saturées. Comment faire pour pouvoir faire des projets malgré cette contrainte qui devient de plus en plus importante? Oui, alors les schémas de S3R ENR, hein, ça concerne donc les schémas je dirais, de renouvellement ou de renforcement des réseaux au sein de chaque région. On sait qu'actuellement, toutes les régions sont en concertation pour sortir les nouveaux schémas régionaux pour pouvoir permettre de renforcer les réseaux et les postes sources. Alors, il ne faut absolument pas prendre peur. On est toujours un petit peu dans la course. C'est-à-dire que le temps que les schémas régionaux sortent, les projets se développent à vitesse grand V. Et il y aura toujours ce retard. Bon, on essaye au fur et à mesure des concertations d'identifier, je sais qu'RTE et l'EDIS, tout le monde essaye de solliciter les développeurs, les collectivités pour dire quels sont vos potentiels, combien de mégawatts on va pouvoir générer d'ici 5, 10 ans, 15 ans, pour pouvoir adapter le réseau et recevoir ces énergies-là. Nous, aujourd'hui, en tant que développeurs, voilà, à part, je dirais, une identification d'un poste source très éloigné qui mettrait en péril par le fait du cheminement long en kilomètres du raccordement, je dirais que 90% aujourd'hui des postes sources sont saturés, ne peuvent plus recevoir la capacité des projets en cours de développement. Mais les schémas S3R ENR sont là pour justement prévoir des travaux dans ces postes sources-là, et systématiquement, lorsqu'une demande de raccordement est faite, on rentre dans un volume identifié qui permet d'engager des montants dans ce schéma pour pouvoir le renforcer. Donc, il ne faut absolument pas se freiner à ça. On le sait, on le voit tous, on est en retard là-dessus, mais finalement, RTE fait son travail et au fur et à mesure fait remonter les projets pour renforcer les réseaux, et notamment sur les postes sources. Merci Christophe. La prochaine question est pour Claire. Les objectifs REPOS sont donc de 20 TWh d'ici 2050, soit plus de 700 GWh par an.
Est-on bien sur cette trajectoire et combien a-t-on installé de projets photovoltaïques en 2019 et 2020? Par rapport à cette question, je vous invite à vous rapprocher de la publication sur les chiffres 2018 de l'Observatoire régional énergie, qui sont les derniers chiffres mis à jour au niveau de l'Occitanie, où il y a effectivement des données qui ressortent sur la production photovoltaïque électrique. Il y a aussi, vous pouvez vous rapprocher de l'outil justement Terristory dont je vous parlais dans mon intervention, où là vous allez pouvoir voir à l'échelle communale la puissance raccordée. Alors je ne sais pas si je peux prendre la main sur la présentation dans le partage de mon écran, mais voilà, c'est un outil où très simplement en ligne vous pouvez avoir accès aux éléments, aux derniers chiffres disponibles, que ce soit à travers les fournisseurs d'électricité, les gestionnaires de réseau et les installations à l'échelle des territoires. Merci. Je crois que nous n'avons plus de questions, donc je passe la parole à Christophe pour la conclusion. Christophe, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. J'ai fait la même erreur, pardon, pour éviter. Donc, pardon, donc oui, une petite dernière question, on va vous mettre à contribution sur l'évaluation globale de ce webinaire, le rythme, la durée, la qualité des interventions, voir si vous êtes très satisfait. Dans tous les cas, n'hésitez pas dans un second temps à solliciter que ce soit l'AREC ou Cemater sur des questions plus précises. On vous accompagnera avec grand plaisir, mais voilà, vous pouvez d'ores et déjà répondre à cette question. Ça nous permettra, nous aussi, de nous améliorer dans nos contenus, et puis peut-être demain revenir à des séminaires et plus des webinaires plus amicaux. Mais dans tous les cas, voilà, on souhaiterait avoir votre contribution là-dessus, votre retour. Merci. Nous vous remercions d'avoir joué le jeu et donc nous remercions tous les participants à ce webinaire et nous espérons vous retrouver lors d'un prochain webinaire dans le courant du deuxième trimestre ou troisième trimestre 2021. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Je rappelle que vous aurez la publication de ce webinaire sur le site de Cemater. Et si certains demandent à ce qu'ils soient envoyés, ils pourront être envoyés. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous et à toutes.